Depuis quand avons-nous appris à faire la guerre à notre propre corps? Pourquoi parlons-nous de guérison comme d'un combat plutôt que comme d'un chemin? Et si la véritable guérison commençait précisément là où la lutte s'arrête? Bienvenue dans le fil d'argent, les audios qui dévoilent les tissages de nos univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Anne et je suis une ancienne des temps modernes. Aujourd'hui, nous allons explorer le fil parfois raide, parfois tortueux, qui mène au maintien de la bonne santé. Vous l'aurez compris, nous parlons de guérison. Alors installez-vous confortablement dans ma cour arrière, sous l'arbre de la connaissance. Détendez-vous, reconnectez-vous à votre conscience et allons-y. Avant de commencer, une petite précision. Vous commencez maintenant à me connaître et, comme à mon habitude, certaines images dans cet épisode sont des métaphores. Je ne parle pas ici du point de vue scientifique ou médical, mais du point de vue humain, énergétique et philosophique, de la manière dont nous percevons et réagissons à la santé et à la maladie. Il s'agit d'une invitation à la réflexion de chacun concernant sa propre santé. L'étymologie du mot guérir, et donc de guérison, puise son origine aux environs du XIe siècle. Il vient du mot francique warian, qui signifie défendre, protéger, au sens de combattre. Ce mot a évolué en ancien français et est devenu garir, qui signifie toujours au départ défendre, et avec le temps a pris le sens de recouvrer la santé. Bien que lié à la défense, le sens s'est orienté vers l'idée de caution, d'assurance, plutôt qu'une confrontation directe, mais l'idée de se tenir contre pour garantir est quand même présente. Ce mot, transformé dans l'esprit collectif au fil des siècles, vient d'une connotation de lutte contre un ennemi. Elle est assimilée à une défense de l'organisme face à un être hostile, face au mal, à la maladie. Et dans ce cas, la guérison est comprise comme une riposte quasi militaire de l'organisme face à un intrus. Voici ce que je pense, et cela n'engage que moi. La médecine contemporaine occidentale, mais aussi notre mode de penser à tous, notre façon de fonctionner face à la maladie, consiste à entrer en guerre. On commence une lutte en espérant gagner du terrain et contraindre l'ennemi, c'est-à-dire la maladie, à reculer jusqu'à disparaître dans le meilleur des cas. C'est plus largement le mode de fonctionnement de l'Occident face à tous les domaines. La nature, que l'on exploite souvent sans toujours en mesurer les conséquences. Le climat, on part à l'assaut des nuages que l'on cherche à maîtriser ou à corriger. L'économie, qui fera le plus grand chiffre d'affaires au détriment du reste du monde. La publicité, comment se valoriser en dépréciant le concurrent de manière plus ou moins subtile. Bref. Il est donc logique que ce mode de fonctionnement s'applique également face à la maladie. Et n'oublions pas que ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous est reflété à l'extérieur et vice-versa. Par exemple, je fais la guerre à mon corps, je fais aussi la guerre aux autres. Bien sûr, cette approche a permis des avancées incroyables, des chirurgies salvatrices, des traitements d'urgence efficaces. Il ne s'agit pas de nier ces succès, mais simplement de réfléchir à d'autres manières de comprendre et d'accompagner l'être humain dans sa globalité. Parce que même lorsque, inconsciemment, nous luttons contre un virus, un microbe, un mal de tête ou que sais-je d'autre, nous entrons dans une tension. Et la tension, plus elle est forte, plus elle risque d'apporter une cassure, une fragmentation, une division. La tension ne suit pas la fluidité des cycles de la vie, elle s'y oppose. De la même façon que l'Occident, dans son histoire et dans ses structures, a souvent cherché à dominer ce qu'il percevait comme une menace, à travers les guerres, les systèmes économiques, l'exploitation des ressources ou des peuples, il a aussi développé une manière particulière d'entrer en relation avec le corps et la maladie. Face aux symptômes, la réponse privilégiée est souvent l'intervention rapide, ciblée, efficace. On cherche à faire taire le mal, à neutraliser l'agent perturbateur, à retrouver au plus vite un état de fonctionnement, entre guillemets, normal. Cette approche a permis des avancées immenses, et il serait malhonnête de le nier. Mais elle laisse trop souvent peu de place à l'écoute, à la compréhension du message du corps,
ou à une exploration plus large de ce qui a mené au déséquilibre. Dans cette logique, la maladie devient quelque chose à éliminer plutôt qu'à rencontrer, à comprendre. Le microbe, le virus, la douleur ou l'état psychologique sont perçus comme des anomalies à corriger, sans toujours chercher à dialoguer avec ce qu'ils viennent révéler. Et souvent, le soin s'arrête là. Une prescription, une solution ponctuelle, puis un retour à la vie productive. Alors, que diriez-vous de visiter d'autres façons plus douces, plus orientées vie et vitalité, plus fluides de voir la santé, la maladie et le soin? Dans la culture antique grecque, par exemple, la médecine avait une toute autre approche que celle de faire la guerre à un envahisseur. La mythologie nous en offre un bel exemple avec le dieu Asclépios, directement lié au traitement des maladies, ici entendu comme le processus thérapeutique ou phytothérapeutique. Asclépios incarne l'idée d'une médecine intégrée, celle du corps, de l'esprit et de la dimension spirituelle. Il est associé aux lieux purs et harmonieux, montagnes, sources, arbres et soleil, qui favorisent tous ensemble naturellement le rétablissement. Et quelque part dans la mémoire des récits anciens, Hippocrate lui-même, né à Kos, est parfois présenté comme un descendant d'Asclépios, soulignant la continuité de cette vision holistique de la santé. Alors, les 5 filles d'Asclépios illustrent chacune une facette de la santé. Il y a le maintien de la santé, Iaso, la thérapie et le soin sacré, Akeso, le processus de rétablissement, Panakia, le remède universel, et Erli, le rayonnement de la vitalité retrouvée. Ensemble, elles nous montrent que la santé ne se limite pas à l'absence de maladie, mais qu'elle est un cycle, un équilibre subtil entre prévention, soins, guérison et rayonnement. Vous remarquez qu'à aucun moment il n'est question de se mettre en guerre contre le microbe ou le virus envahisseur. Nous avons là un cycle, le cycle de la santé et de la maladie. Cette vue cyclique n'est-elle pas plus adaptée au rythme de la vie dans notre incarnation? Toute chose suit des cycles, les astres, la vie et la mort, les marées, les saisons, et même les menstruations des femmes. D'ailleurs, si vous êtes une femme, vous pouvez retrouver mes épisodes concernant les menstruations, mais aussi l'épisode sur la ménopause. Je vous mettrai les liens en description. Bref, si tout est cyclique, si la nature nous montre par l'exemple que rien ne sert de se braquer, mieux vaut suivre le flot de la vie, pourquoi nous, humains, sommes-nous toujours prêts à faire la guerre à tout et à tous, même aux maladies? Nous pouvons aussi remarquer autre chose, la responsabilité symbolisée par Asclépios. Ces filles, santé, thérapie, rétablissement, remède, rayonnement, sortent directement de lui. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'aller plus loin et de comprendre que le thérapeute n'est pas externe. Il est en chacun. C'est le thérapeute en chacun de nous qui est responsable. Responsable de sa bonne santé, du traitement préventif ou curatif qu'il va choisir, de son processus de rétablissement, du remède qu'il va confectionner ou trouver, et enfin du retour à sa propre santé. Et même quand nous faisons appel à un médecin extérieur à nous dans la vie quotidienne, il n'en reste pas moins que notre santé est de notre responsabilité. Allons voir maintenant de l'autre côté de la Méditerranée, une autre vision de la guérison. Dans les traditions africaines autochtones, la vision de la santé se fonde sur la spiritualité et le cosmos. Elle n'est pas pensée comme un simple état biologique, mais comme un équilibre relationnel entre les forces visibles, les forces invisibles, la communauté et l'harmonie sociale. On interprète les maladies. Telle maladie vient d'un déséquilibre spirituel, une offense aux ancêtres. Telle autre prend sa source dans un conflit avec sa famille, une rupture avec sa communauté ou un tabou que l'on a enfreint. Interpréter les maladies sert à pouvoir trouver le meilleur remède, qu'il soit une plante, un rituel, une danse ou une action, ou même plusieurs de ces remèdes en même temps.
La pharmacopée traditionnelle ivoirienne, par exemple, est riche en plantes médicinales locales. Elles sont utilisées depuis des générations pour traiter des affections courantes et complexes, selon des savoirs transmis oralement dans les familles et les communautés. Et même la cueillette de ces plantes, elle se fait selon des rituels propres à chaque groupe ethnique. Contrairement à une vision occidentale qui sépare le physique du spirituel, les savoirs locaux ivoiriens ne dissocient pas ces dimensions. Un même remède peut être choisi parce qu'il est censé agir à la fois sur le corps et sur le plan symbolique, spirituel. Les tradipraticiens, devins ou guérisseurs, sont reconnus par leur communauté pour leur capacité à diagnostiquer non seulement ce qui est physiquement troublé, mais aussi ce qui est socialement ou spirituellement perturbé. En Afrique, le social, le spirituel et le biologique sont des dimensions intégrées, vécues et interprétées ensemble lorsqu'il s'agit de santé et de guérison. La plupart des cultures ancestrales, celles des peuples racines de notre jolie planète, conçoivent la santé non pas comme l'absence de symptômes physiques seulement, mais comme l'harmonie entre le corps, l'esprit, la communauté, l'environnement et parfois le monde des ancêtres ou du sacré. Leur approche est profondément holistique et rituelle. Le corps, la psychologie et le spirituel sont indissociables. La maladie survient lorsqu'un déséquilibre se crée entre toutes les dimensions de l'humain affecté. Je me base ici sur deux visions de santé, grecque et ivoirienne. Ce n'est pas par hasard, elles font partie de moi, de mes racines et de mes cultures. Et malgré la distance entre elles, elles partagent une même idée. La guérison est un chemin, pas une lutte. Cependant, j'invite chacun et chacune d'entre vous à se tourner vers ses propres racines, à explorer la vision de la santé qui existe là d'où vous venez. Vous pourriez y découvrir des savoirs anciens, des rituels, ou simplement une manière différente de considérer le corps et l'esprit. Et vous pourriez y découvrir votre propre chemin de guérison. Par exemple, pour un originaire d'Asie, à part l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise qui sont les plus connus, il y a de nombreux groupes qui combinent plantes médicinales, rituels et spiritualité dans leurs pratiques de guérison. Pour ceux qui viennent des natifs d'Amérique, par exemple, santé égale équilibre entre l'individu, la famille, la nature, le grand esprit et terre-mère. Souvent, la communauté entière participe à la guérison d'un individu. La guérison est collective, pas seulement individuelle. Et elle se pratique dans des cercles de guérison, des sweat lodges, avec des chants, des tambours, des herbes sacrées qui sont utilisées pour rétablir l'harmonie physique mais aussi énergétique. Si nous faisons un tour vers les aborigènes d'Australie, les guérisseurs traditionnels soignent à la fois le corps, l'esprit et les liens sociaux. La santé, notamment la santé mentale, pour eux, elle est indissociable de la relation entre territoire, histoire et ancêtres. Vous voyez, de par le monde, la bonne santé dépend d'un équilibre à la fois subtil et vivant entre le corps physique, les corps énergétiques, la psychologie, la communauté, la spiritualité, la cosmologie. Et dans tous ces coins du monde, le malade est pris en charge par un praticien qui maîtrise l'art de faire le lien entre toutes ces dimensions afin de trouver le bon remède. Les plantes sont les médecines physiques pour le corps physique, mais aussi pour la symbolique et l'énergétique. Les rituels sont faits dans un élan de reconnexion du souffrant à son corps ou à sa communauté, ou encore dans une tentative de recréer du lien avec les ancêtres et les esprits. Et très souvent, surtout par le passé, mais encore aujourd'hui, dans certains coins du monde, le rétablissement du malade est l'affaire de toute la famille ou de toute la communauté. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'opposition ou de tension. Il y a une collaboration étroite entre le praticien, le souffrant et les différentes dimensions dans lesquelles nous vivons. Le processus de rétablissement ou de retour à la santé est un voyage qui traverse la matière, l'émotion, l'énergie, nos relations, nos croyances, les esprits, les ancêtres, les astres, les visions, etc. Et là,
et essayons d'affiner encore un peu plus notre vision. Prenons par exemple deux personnes venant du même village, appartenant à la même terre, à la même communauté et à la même époque. Eh bien, pour les mêmes symptômes, ils ne seront peut-être pas traités de la même façon. Les plantes ne seront peut-être pas les mêmes, et l'appel à l'aide du divin ne se fera peut-être pas dans les mêmes circonstances. Pourquoi? Parce que chaque être est unique. Son corps et son ADN sont uniques, mais aussi ses pensées, sa psychologie, ses croyances, son vécu, etc. Tout cela est unique. Les différences de traitement pour les mêmes symptômes peuvent aussi bien être minimes que gigantesques. On peut par exemple se tourner vers la même plante, mais pour l'un utiliser les racines, tandis que pour l'autre, ce seront les fleurs qui seront bénéfiques. Ou pour l'un, en faire une tisane, tandis que pour l'autre, on choisirait la teinture mère de la même plante. De la même façon, l'un devra être entouré par sa communauté entière, tandis que l'autre aura besoin de recréer du lien avec ses ancêtres. Vous voyez? Maintenant, imaginez que ces deux personnes aux mêmes symptômes viennent d'endroits totalement différents de la planète. Ils appartiennent à des cultures, des habitudes, des ancêtres, des spiritualités et une terre différente. Leur constitution est fondamentalement différente. Dites-moi, êtes-vous vraiment convaincu que le même comprimé, au même dosage, sera la solution idéale? Et qu'est-ce que notre façon moderne de traiter les maladies à la chaîne, comme dans une usine, dit de nous? Alors oui, je ne suis ni médecin, ni même thérapeute. Et je reste persuadée que les avancées de la médecine occidentale ont été bénéfiques pour l'humanité tout entière. Ne vous y trompez pas et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vis comme vous dans un corps. J'ai comme vous connu la maladie. Je vais comme vous chez le médecin, chez le dentiste et à l'hôpital. J'ai eu à prendre, comme vous, des médicaments chimiques. Et ça m'a aidé. Ça a rétabli mon corps, ça m'a soulagé de mes maux. En parallèle, et à cause de mes origines, j'ai toujours privilégié la médecine des plantes. Pour les petits et pour les grands bobos, comme les douleurs menstruelles, les rhumes et fièvres, les entorses et toutes ces petites choses du quotidien, même pour l'allaitement ou la grossesse. Mais c'est lorsqu'une de mes proches m'a fait comprendre que l'eczéma dans la paume de mes mains était dû à mon refus de lâcher le contrôle, que j'ai soudain réalisé pourquoi, malgré mes allées et venues chez le généraliste et même le dermato, et malgré les pommades corticoïdes ou non, le problème réapparaissait constamment. Et devinez quoi? Je n'ai plus jamais eu le souci durant de longues années. Alors cela ne veut pas dire que dès qu'on comprend le sens d'une maladie, automatiquement la maladie disparaît. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en comprendre le sens nous aide à réaliser que nous avons un pouvoir énorme sur notre corps, aussi bien du côté positif que du côté négatif. Et pour ma part, lorsque le souci recommence parfois, je sais pertinemment que je dois reprendre la responsabilité de mes émotions, de mes croyances, de mes énergies, de mes pensées. Je me dois de reconsidérer et de reprendre ma juste place au sein de ma famille ou de mon entourage professionnel, par exemple. Pour ce bobo en particulier, je n'ai plus jamais eu besoin d'aller chez le docteur. J'ai maintenant mes pommades faites maison à base de plantes. J'ai mes petits propres rituels qui me permettent de me réancrer en moi et d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et surtout, je ne le vois plus comme un mal à éradiquer totalement, mais comme le chuchotement de mon corps qui me prévient d'un léger déséquilibre dans mes énergies. Et vous savez, je trouve ça merveilleux. Bien entendu qu'on a besoin de généralistes et spécialistes de tous les domaines médicaux. Et nous avons aussi besoin des hôpitaux, des cliniques, des médicaments, des laboratoires de recherche, etc. Ce n'est pas ce qui est remis en cause. Ce que j'essaie d'exprimer dans cet épisode, c'est que nous ne sommes pas faits que de chair et de sang.
Nous avons des auras, des énergies, des vibrations. Nous sommes entourés de paysages, de sociétés, de familles. Nous avons des comportements, des pensées, des croyances. Nous appartenons à une terre plus qu'à une autre. Chacun de nous est un ensemble unique de plusieurs dimensions. Et c'est toutes ces dimensions-là que nous pourrions commencer à prendre en compte lorsqu'il s'agit de notre santé, qu'elle soit physique ou mentale d'ailleurs. Le système médical qui se veut séparé, découpé, spécialisé dans un domaine en excluant les autres, ce système va combattre vos rhumatismes ou votre mal de tête ou encore le virus que vous avez attrapé. Il vous aidera momentanément et traitera un symptôme en particulier. Si par contre le médecin peut prendre en compte la globalité de l'être qu'il a devant lui, il peut réellement le mener à sa rémission totale. Il faut pour cela une médecine de type, je ne sais pas moi, anthroposophique par exemple, ou que le médecin soit formé à plusieurs thérapies alternatives et qu'il n'exclue pas son intuition lorsqu'il œuvre. La plupart du temps, pour qu'un symptôme disparaisse définitivement, il nous faudra apprendre à nous connaître, à connaître nos réactions, notre propre corps, nos modes de fonctionnement, etc. Et même nos origines, notre appartenance à une terre précise, les médecines traditionnelles de nos ancêtres. Nous avons donc besoin de revenir à quelque chose de fondamental pour notre santé, et c'est notre propre responsabilité personnelle. Et oui, pour certains, c'est dur à entendre, car se responsabiliser est très inconfortable. Et comprenez-moi, il ne s'agit pas de se culpabiliser face à notre état de santé, mais plutôt de reprendre notre pouvoir quant aux décisions et aux actions à mener, aussi bien pour la prévention et le maintien de notre santé que pour notre rétablissement. Une fois que la médecine conventionnelle a fait son travail, nous avons la responsabilité et le devoir de faire le nôtre. C'est à nous de choisir ce qui entre dans nos assiettes. C'est à nous de choisir ce qui apporte de la qualité à nos vies. C'est à nous de choisir ce qui entre dans notre corps. C'est à nous de choisir quel médecin ou quelle thérapie est la meilleure pour nous. Notre corps nous appartient et notre santé est de notre responsabilité. Et pour faire des choix équilibrés et sensés, nous devons nous connaître ou apprendre à nous connaître. N'oubliez pas que vous avez toujours et en tout temps votre libre arbitre. D'ailleurs, pour le libre arbitre, revoyez un des épisodes précédents dans lequel on en discutait. Bref, pour terminer, je dirais que guérir, ce n'est peut-être pas gagner une bataille, mais c'est assurément apprendre à marcher en paix avec toutes les parts de soi et en équilibre avec tout ce qui nous entoure. Voilà pour aujourd'hui, mes chers. Merci de m'avoir écouté et je sais que si vous êtes restés jusqu'au bout, c'est que votre chemin sacré est entamé depuis un certain temps déjà. Pour aider ce podcast à gagner en visibilité et notre communauté à s'agrandir, n'oubliez pas de liker et si vous le pouvez, partagez. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ça ne coûte rien et ça ne prend que 2 secondes et c'est très important pour la chaîne. Passons maintenant à notre petit défi du jour. Alors, aujourd'hui, prenez quelques minutes pour vous souvenir ou vous renseigner sur une pratique de soins liée à vos origines ou à votre terre. Une plante, un rituel, une habitude, une sagesse ancienne, un acte que votre grand-mère faisait quand vous étiez malade, quand vous étiez petit. Juste en curiosité, sans obligation de le pratiquer. Pour notre prochain épisode, je vous propose d'explorer un sujet aussi fascinant que controversé. La multidimensionnalité, un concept que la science peine encore à appréhender, que les courants alternatifs explorent abondamment et que chacun interprète à sa manière. Mais je n'en dis pas plus. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout n'oubliez pas, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez.
À bientôt.